Le 4 novembre 2024, le Pentagone a lâché une bombe. La Corée du Nord a envoyé jusqu'à 12 000 soldats pour aider la Russie dans sa guerre. Mais au lieu de renverser la situation pour Poutine, ses troupes sont jetées dans le hachoir à viande. Poutine utilise les soldats de Kim Jong-un comme de la chair à canon, et des milliers d'entre eux sont déjà morts ou blessés. Ce qui devait illustrer leur nouvelle alliance est désormais un fiasco complet. Kim a fait confiance à Poutine, mais ses hommes sont déchiquetés dans une guerre qui n'est pas la leur. Alors pourquoi Kim laissait-il cela se produire? Que signifie cela pour leur partenariat? Décortiquons tout cela, en commençant par ce qui se passe réellement avec ses troupes nord-coréennes. En août 2024, l'Ukraine a créé son propre tournant dans la guerre. Pendant 2 ans et demi, elle a défendu son territoire contre les avancées de Poutine. Mais en août, elle a pénétré en Russie, alors qu'elle lançait une contre-invasion, qui l'a aidé à capturer environ 450 miles carrés de territoire dans l'oblast de Koursk. Ce mouvement a été une humiliation énorme pour Poutine. Les exploits de l'Ukraine à Koursk ont marqué la première invasion du territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale, démontrant la capacité de l'Ukraine à passer à l'offensive contre la Russie. Mais cette invasion a également été un déclencheur. Fin juin 2024, Poutine et Kim Jong-un se sont rencontrés à Pyongyang, marquant la première visite du leader russe en Corée du Nord depuis 2000. Cette visite avait un but clé. Les deux despotes ont révélé qu'ils avaient signé un pacte de défense coopérative, ce qui signifiait que chacun était désormais tenu de venir en aide à l'autre en cas d'invasion sur son propre sol. C'est exactement ce à quoi la Russie a été confrontée lorsque l'Ukraine est entrée à Koursk, la contre-invasion servant de raison plus que suffisante pour que Poutine fasse appel à son nouvel allié pour envoyer des soldats l'aider à reprendre le territoire russe perdu. Kim a dûment répondu en octobre et novembre 2024, envoyant plus de 11 000 à 12 000 soldats nord-coréens que nous avons mentionnés précédemment. Actuellement, ces soldats font partie d'une contre-offensive de 50 000 hommes contre la position de l'Ukraine à Koursk, qui vise à reprendre le territoire et à repousser l'Ukraine hors de la Russie. Et c'est ici que nous voyons le sacrifice. Des dizaines de soldats que la Corée du Nord a donnés à la Russie meurent à Koursk parce que Poutine les sacrifie joyeusement pour protéger les soldats russes. La preuve en est les tactiques de vague humaine de Poutine. Le 27 décembre, Politico a rapporté les propos de John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Kirby a indiqué que Poutine utilisait des soldats nord-coréens pour des assauts massifs contre les positions ukrainiennes à Koursk, tout en évoquant les attaques russes sur le réseau énergétique ukrainien. Le terme démonté suggère que les soldats nord-coréens attaquent les positions ukrainiennes sans chars ni véhicules blindés. Au lieu de cela, ils avancent à pied, chargeant essentiellement à l'aveugle les fortifications ukrainiennes en grands groupes. Cette approche rend les soldats nord-coréens des cibles faciles. Ils se déplacent lentement, en raison de leur manque de véhicules, et le fait qu'ils attaquent en groupe massif signifie qu'ils peuvent être facilement perturbés et tués par tout, de l'artillerie aux frappes de drones. Poutine utilise les soldats nord-coréens comme chair à canon, et le résultat est des chiffres massifs de pertes. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de 3000 des Nord-Coréens envoyés pour combattre à Koursk ont déjà été tués ou blessés depuis le début de la contre-offensive de Poutine. Les chiffres sont un peu plus réservés selon d'autres sources. L'état-major conjoint de la Corée du Sud a déclaré que la Corée du Nord avait subi 1100 victimes jusqu'au 23 décembre. Ce jour a marqué le début d'une terrible semaine pour les soldats de la Corée du Nord, Kirby affirmant qu'un millier supplémentaires ont été tués ou blessés entre le 23 et le 27 décembre. Bien sûr, ni la Russie ni la Corée du Nord n'ont commenté ce taux de pertes énormes, mais le fait que la Corée du Nord semble perdre des soldats à un rythme de 1000 par semaine nous en dit long sur la stratégie de Poutine à Koursk. Ces soldats ne sont pas là pour aider la Russie à reprendre le territoire pris par l'Ukraine, mais servent de sacrifice, de chair à canon pour épuiser les munitions ukrainiennes et permettre aux troupes russes de vaincre les forces ukrainiennes exténuées. Les soldats de la Corée du Nord sont jetables aux yeux de Poutine. Selon Zelensky, les pertes ennemies sont très importantes. Nous voyons que ni l'armée russe ni leurs superviseurs nord-coréens n'ont aucun intérêt à assurer la survie de ces Nord-Coréens. La situation est si mauvaise pour les troupes nord-coréennes qu'il semble que tout leur scénario est conçu pour rendre impossible la capture de l'un d'entre eux par l'Ukraine. Il y a des cas où ils sont exécutés par leurs propres forces. Les Russes les envoient dans des assauts avec une protection minimale. Ces propos révèlent la disposition de Poutine à sacrifier des soldats nord-coréens. Le leader russe sacrifie délibérément ses soldats dans sa tentative de reprendre Koursk. Leur mort fait partie du plan. Ces soldats existent pour mourir sous les balles, l'artillerie et les drones ukrainiens. Car chaque Nord-Coréen mort signifie que les munitions qui auraient autrement été utilisées sur les troupes russes n'existent plus. Les Nord-Coréens subissent de lourdes pertes à Koursk, et de surcroît,
nombre de ces soldats seraient trop compétents pour servir de simple chair à canon. Selon DW News, de nombreux soldats nord-coréens envoyés en Russie appartiennent à l'élite du Storm Corps du pays. Selon Edward Howell, analyste à l'université d'Oxford interviewé par DW News, ces soldats sont bien formés selon les standards nord-coréens. Ils sont résilients, ils sont endoctrinés. Ces qualités rendraient les soldats nord-coréens redoutables. En particulier, l'endoctrinement que subissent ces soldats d'élite signifie qu'ils sont prêts à tout pour servir leur grand leader, Kim Jong-un, même si tout signifie mourir en Russie à cause des mauvaises tactiques de la Russie. Selon la British Broadcasting Corporation, les renseignements sud-coréens affirment également que ces soldats d'élite du Storm Corps ont également un moral élevé, probablement en raison d'un traitement meilleur que celui des soldats nord-coréens ordinaires, bien que ce moral soit tempéré par un manque de compréhension de la guerre contemporaine. La Corée du Nord vante fréquemment la force présumée des soldats de son Storm Corps. Des vidéos de propagande montrent des soldats utilisant leur force pour se libérer de chaînes en fer et briser des blocs de glace à main nue. La formation aux arts martiaux, au lancer de couteaux et à l'utilisation d'ustensiles de cuisine comme armes est essentielle pour le Storm Corps. Si Poutine a ce type de soldats, il ne les sacrifierait sûrement pas simplement à Koursk. Il y a 2 raisons pour lesquelles le Storm Corps le fait. Premièrement, il n'est pas aussi élite que la Corée du Nord voudrait le faire croire. Han Il, un ancien membre du Storm Corps et transfuge nord-coréen, a déclaré à la British Broadcasting Corporation en décembre 2024 que le mot « élite » a une signification très différente en Corée du Nord qu'ailleurs dans le monde. Pendant son premier mois, Han Il avait perdu 10 kilos en suivant un régime composé de vieux choux et de pop-corn. Cela semble contredire le moral élevé du Storm Corps dû à un meilleur traitement que les autres soldats nord-coréens. Pourtant, ce maigre régime signifie qu'ils restent mieux nourris que la plupart de leurs contemporains. Han Il a déclaré que la formation supérieure que reçoit le Storm Corps de la Corée du Nord ne vaut pas grand-chose. Durant son séjour dans le groupe, il n'a tiré que 3 balles lors d'un entraînement à tir réel, sans autre formation au maniement des armes. Certes, le passage de Han Il dans le Storm Corps a eu lieu il y a environ 10 ans, mais son insight nous montre que Poutine pourrait sacrifier ses soldats soi-disant d'élite parce qu'ils sont loin d'être aussi capables que leur réputation le suggère. Deuxièmement, même si le Storm Corps peut être plus qu'une simple chair à canon, nous ignorons combien des 11 000 à 12 000 Nord-Coréens en Russie en font partie. C'est selon l'analyste de la Corée du Nord du Stimson Center, Jenny Town, qui dit « Il y a une variété de troupes nord-coréennes en Russie, qui inclut l'élite la plus élevée, ainsi que tout le long de la chaîne, juste pour faire le nombre. Il est probable que le Storm Corps ne représente qu'une partie des troupes nord-coréennes envoyées en Russie. La plupart sont des soldats de rang. Et si l'entraînement du Storm Corps est tel que le prétend Hanoï, ces soldats n'ont peut-être même pas tiré de balles avant d'être envoyés sur le front de Koursk. Nous comprenons peut-être maintenant pourquoi les soldats de Kim sont sacrifiés à Koursk. Il est clair que Poutine se fiche de ses soldats. Selon Zelensky, Poutine voit les Nord-Coréens comme jetables, une vision qui peut s'expliquer par le fait que les soldats qu'il a reçus sont si mal entraînés qu'ils sont quasiment inutiles sur le champ de bataille de Koursk. Le corps de la tempête est mal nourri et sait à peine comment utiliser des armes à feu, ce qui suggère que les soldats nord-coréens réguliers sont encore pires. Ces troupes sont décimées parce que Poutine ne trouve guère d'autre chose à leur faire que d'absorber des munitions à la place de soldats russes plus compétents. Poutine utilise brutalement les soldats obtenus grâce au pacte de défense coopérative entre la Russie et la Corée du Nord. Et c'est une approche qui nous amène à une autre question. Pourquoi la Corée du Nord permet-elle ces sacrifices ? Si le corps de la tempête représente l'élite de l'armée nord-coréenne, voir autant de ces soldats périr à Koursk ne peut certainement pas bien refléter sur Kim. De plus, chaque soldat perdu exerce un coup évident sur l'armée de la Corée du Nord, surtout quand ce sont soi-disant les meilleurs des meilleurs qui sont perdus. La tolérance de Kim s'explique en partie par le pacte de défense coopérative. Comme le souligne Town, les actions des Nord-Coréens ne sont pas nécessairement hors de portée de leurs engagements pris dans le traité signé en juin. Ils sont tenus par ce traité. Cela suggère que Poutine peut utiliser les forces fournies par la Corée du Nord à sa guise, sacrifiant ses soldats à Koursk. La Corée du Nord cherche à tirer parti de ce traité. Il y a des enjeux plus profonds derrière. On ne peut pas ignorer le moment du pacte de défense coopérative. Le traité a été signé quelques mois avant l'invasion de Koursk par l'Ukraine, plus de 2 ans après le début de l'opération militaire spéciale de Poutine en Russie. Poutine a beaucoup plus à gagner du pacte à court terme qu'une Corée du Nord qui n'est pas en guerre active. Alors, qu'est-ce que Kim obtient en permettant à Poutine de sacrifier ses soldats? Selon Town, la Corée du Nord obtient de tout cela une dette de sang.
Plus la Russie doit à la Corée du Nord, surtout en termes de sang versé sur le champ de bataille, plus la Corée du Nord peut obtenir de la Russie en soutien économique et coopération militaire. Il y a déjà des cas où Poutine commence à rembourser cette dette de sang. Town mentionne que des chasseurs russes arrivent en Corée du Nord, permettant à Kim de moderniser l'armée de l'air vétuste du pays. Elle spécule aussi que la Corée du Nord pourrait obtenir une technologie militaire sensible, comme des secrets nucléaires, en échange de laisser Poutine sacrifier ses troupes. L'envoi de soldats en Russie permet à la Corée du Nord de rembourser rapidement sa dette et de gagner beaucoup d'argent. Selon un reportage de novembre 2024, The Independent indique que la Russie pourrait payer jusqu'à 2000 $ par mois à chacun des soldats nord-coréens qu'elle a déployés à Koursk. Multipliez cela par 12 000 soldats, et vous obtenez 24 millions de dollars par mois. Cependant, la majorité de cet argent n'atteindra jamais les comptes bancaires des soldats nord-coréens se battant à Koursk. Il n'atteindra même pas leur famille. Au contraire, jusqu'à 95% de l'argent que la Russie verse à ses soldats finit par aller à l'État nord-coréen. En d'autres termes, Kim pourrait gagner 22,8 millions de dollars en laissant Poutine sacrifier de nombreux soldats nord-coréens à Koursk. Kim tire donc deux bénéfices en envoyant ses troupes en Russie. Autrement dit, Kim pourrait gagner des millions en laissant Poutine sacrifier de nombreux soldats nord-coréens à Koursk. Kim obtient donc deux bénéfices en déployant ses troupes en Russie. Il obtient un levier sur Poutine, qu'il peut utiliser pour obtenir l'équipement militaire et les secrets évoqués précédemment. De plus, il y a l'incitation financière évidente. Si les chiffres de 12 000 troupes et 2 000 $ par mois sont exacts, l'État nord-coréen pourrait recevoir plus de 273 millions de dollars par an grâce à l'utilisation de soldats nord-coréens par Poutine. En supposant que les soldats durent un an. Ils ne le feront pas, et beaucoup n'ont même pas dépassé la marque des 2 mois. Mais cette incitation financière pourrait amener Kim à envoyer encore plus de ses soldats en Russie, sans se soucier de ce qui pourrait leur arriver, parce qu'il est payé indirectement via leur salaire. Envoyer plus de soldats à l'avenir lui donne plus de levier. C'est une situation gagnant-gagnant pour le leader de la Corée du Nord. Cela devient un gagnant-gagnant-gagnant, en prenant en compte le problème mentionné précédemment, la technologie nucléaire. Kim veut clairement faire de la Corée du Nord un État nucléaire. Le programme nucléaire du pays a débuté dans les années 1950 et s'est intensifié après l'effondrement de l'Union soviétique. Durant les années 90 et 2000, la Corée du Nord a secrètement enrichi de l'uranium et tenté de développer une arme nucléaire, d'abord sous Kim Jong-il, puis sous Kim Jong-un. Elle n'a pas été particulièrement réussie. Néanmoins, la Corée du Nord a testé avec succès quelques armes nucléaires. Le plus récent de ces tests a eu lieu en 2017, lorsqu'elle a fait exploser une bombe nucléaire sur le site d'essai de Punggye-ri. Cette bombe avait un rendement de 100 à 370 kilotonnes, ce qui la rend environ 6 fois plus puissante que la bombe Little Boy que les États-Unis ont larguée sur Hiroshima en 1945, et était apparemment un engin thermonucléaire. Cependant, peu de progrès ont été réalisés sur le nucléaire nord-coréen depuis. Il a même fermé le site de Punggye-ri en 2018 parce que le test de 2017 a vérifié les capacités nucléaires du pays. Kim a également promis que la Corée du Nord détruirait toutes ses installations d'enrichissement de matière nucléaire cette année-là, bien que la réalisation de cette promesse soit sujette à débat. La British Broadcasting Corporation indique que l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est l'agence de l'énergie atomique des Nations Unies, n'a pas eu accès à ces installations depuis 2009. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, des images satellites, révèle que la Corée du Nord a redémarré au moins un réacteur précédemment utilisé pour produire du plutonium de qualité militaire. Il semble que Kim ait toujours des ambitions nucléaires, et cela jette un tout nouveau jour sur le pacte de défense coopératif de la Corée du Nord avec la Russie. Selon Edward Howell, dans une interview avec DW News, Kim Jong-un souhaite obtenir une technologie de missile et une technologie militaire avancée. Nous le savions même avant que la relation avec la Russie ne s'intensifie. L'amélioration des capacités nucléaires nord-coréennes pourrait être le principal objectif de Kim. Après tout, la Russie sait construire des armes nucléaires. Elle en a des milliers en stock. Peut-être que Kim est prêt à laisser Poutine sacrifier ses soldats à Koursk, même si la décimation de ses troupes fait mauvaise impression sur l'armée de la Corée du Nord. Il croit peut-être pouvoir obtenir les armes qu'il a toujours désirées. Pour la Russie, envoyer des soldats nord-coréens au front permet d'épuiser les munitions ukrainiennes, sans sacrifier ses propres troupes. Pour la Corée du Nord, le hachoir à viande de Poutine pourrait être un sacrifice nécessaire, que Kim est prêt à faire pour devenir une puissance nucléaire, perspective terrifiante pour le reste du monde. Bien qu'il brandisse souvent des menaces nucléaires, Poutine semble au moins reconnaître qu'un lancement de missiles nucléaires par la Russie entraînerait une riposte et une éventuelle annihilation mondiale. Poutine peut être quelque peu contrôlé car il comprend ses conséquences.
Peut-on en dire autant d'un idéologue comme Kim Jong-un, qui est si anti-occidental qu'il pourrait voir cela comme un point de fierté de frapper avec une attaque nucléaire? C'est difficile à dire. Ce que nous savons, c'est que Kim est probablement heureux de continuer à permettre à Poutine de sacrifier les soldats de la Corée du Nord si cela le rapproche de l'obtention d'armes nucléaires. Selon Howell, il est peu probable que le dirigeant nord-coréen retire ses troupes de Kursk. Kim Jong-un veut que la Corée du Nord soit reconnue comme un état nucléaire de facto, déclare Howell à DW News. Une façon de faire cela est de montrer qu'il est totalement engagé dans la guerre russe contre l'Ukraine, en envoyant non seulement des missiles balistiques, non seulement des obus d'artillerie, mais surtout de la main-d'œuvre. Il continuera probablement à le faire, aidé par le fait que l'État nord-coréen recevra environ 90 à 95% des 2000 $ mensuels payés pour chaque soldat envoyé. Nous nous retrouvons donc avec une dernière question. Poutine continuera-t-il à sacrifier des Nord-Coréens à Kursk? La réponse semble être oui. Il n'a aucune raison de ne pas le faire. Kim Jong-un ne va pas l'arrêter, car la Corée du Nord a plus à gagner en influence pour chaque soldat perdu en Russie. Elle peut utiliser cette influence pour obtenir de nouvelles armes, plus d'argent, et, si tout se passe selon les plans de Kim, des armes nucléaires. Pour Poutine, utiliser des soldats non russes comme chair à canon en échange de l'expulsion de l'Ukraine de Kursk peut sembler un échange équitable. Le président russe se positionne à nouveau comme un homme fort auprès de son peuple, renforçant ainsi son contrôle en Russie. Le problème pour Poutine est que sa volonté de sacrifier des soldats nord-coréens signifie qu'il accumule une dette qu'il pourrait ne pas vouloir payer. La Corée du Nord est un allié utile pour le moment, mais c'est aussi une nation isolée qui est pratiquement un paria mondial. Être endetté envers une telle nation fait paraître Poutine faible sur la scène géopolitique mondiale. Il se peut donc que le sacrifice des soldats de Kim par Poutine place le dirigeant russe directement entre les mains d'un dictateur qui est encore plus dangereux, du moins sur le front idéologique que Poutine ne l'a jamais été. Le prix de ces sacrifices sera-t-il trop lourd pour Poutine? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Combien de soldats nord-coréens pensez-vous finiront par mourir à Kursk? Kim Jong-un continuera-t-il d'envoyer des soldats nord-coréens en Russie afin d'obtenir plus d'influence sur Poutine? Partagez votre avis et merci d'avoir visionné la vidéo.